le premier truc qui m'a bousillé le crâne, c'est Dragon Ball. Salut la famille, nouvel épisode de la capsule. Pour ceux qui découvrent la capsule, c'est quoi? C'est un moment de nostalgie. On retourne dans le passé, on va dans le futur, on parle de tout et de rien. Je reçois un invité, on va passer 1 heure à discuter de plein de trucs. Là, en l'occurrence, je reçois un invité de marque. C'est Jiguito. Salut Jiguito. Salut. Salut, tu vas bien? Ça va super, merci pour l'accueil. Bah, avec plaisir, c'est un plaisir. Je suis grave content de te recevoir. Quand j'ai lancé l'émission, je me suis dit tout de suite que le 2e épisode, ce sera avec toi. Franchement, c'est un plaisir de t'avoir et je kiffe ce que tu fais. On va en parler de toute façon dans l'émission. Donc voilà, bienvenue dans la capsule. Merci beaucoup. Donc on va commencer par présente-toi en fait, juste pour savoir qui t'es un peu. Donc moi je m'appelle Jiguito, donc je suis illustrateur, mangaka depuis maintenant une dizaine d'années et puis je fais pas mal de choses autour de tout ce qui est justement Japa Animation. J'anime des conférences en convention, je fais pas mal de choses autour aussi de la pédagogie pour apprendre à dessiner du manga, que ça soit genre dans des centres socioculturels ou directement via des festivals ou événementiels. Et puis j'ai sorti pas mal de choses et j'ai fait des collabs avec pas mal de créateurs de contenu, des artistes, donc voilà. Ouais, ça t'inquiète, on va en parler. Je vois que t'as ramené des bons trucs là, t'as ramené des œuvres à toi, on va regarder ça juste après. Surtout avant qu'on lance l'émission là, n'hésite pas, il y a des bonbons, il y a tout ce qu'il faut. Là c'est la maison, là Jiguito c'est la maison. Si tu veux mettre les pieds sur la table, là, tu mets les pieds sur la table, on mange des bonbons, vraiment c'est à la chill, c'est vraiment l'objectif de cette émission, c'est qu'on passe un bon moment et vraiment on oublie les caméras, c'est comme si on était dehors et on kiffe la vie quoi. Donc voilà. Donc en tout cas bravo pour tout ton parcours et du coup toi Jiguito, c'est quoi quel est le manga ou l'œuvre? En fait, comment t'as découvert le manga? Comment t'es tombé là-dedans? Alors, comment je suis tombé dedans? À la base, moi, j'étais très jeu vidéo de base. Ah ouais. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup tout ce qui était les Game Boy, Super Nintendo, tout ça. Donc, j'étais vraiment matrixé par ces trucs-là. Tortue Ninja, comme tout le monde. Voilà, génération 90, tout ça. Et vraiment, le premier truc qui m'a bousillé le crâne, c'est Dragon Ball. Voilà. Encore lui. Pourquoi tout le monde dit la même chose? Encore lui, tu vois. Encore lui, Dragon Ball. Ouais, Dragon Ball. Et je me souviens, je crois que c'était pendant les vacances d'été. Je suis tombé sur une vieille rediff du Club Dorothée, je crois. C'était un épisode où je crois que c'était l'épisode avec la tournoi des arts martiaux avec Jackie Chun et Goku. Jackie Chun. Et c'était la première fois où je crois que c'est une des premières fois où Goku se transforme en Ozaru. Tu sais, avec la lune et tout ça. Et j'avais grave peur. Ça m'a fait. Tu sais, je fais. Comment ça c'est quoi ce loup-garou bizarre, gorille Et puis après, j'ai vraiment découvert Dragon Ball avec le manga. Et donc, tu vois, t'achètes un tome là, un tome là, un tome là. C'est vrai qu'à l'époque, on avait genre le tome 2, après le tome 15. Et après, j'ai eu vraiment des tomes de Dragon Ball, la partie où Goku il est adulte, avec Raditz, Vegeta, Nappa, tout ça. Et puis après, j'ai pas arrêté. Je recopiais les dessins que je faisais. Et puis pendant un moment, ce que j'aimais bien faire aussi, c'était dessiner mes potes, que ça soit à l'école, mes profs. Vraiment, moi, j'avais un truc où j'aimais beaucoup faire rire les gens à travers mes dessins. Ah ouais, ok. À travers mes dessins. Tu faisais des croquis de tes potes et tout. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, soit pour me moquer, soit pour rigoler, soit pour gérer des camarades de classe aussi. Fallait ça aussi. Mais non. Donc vraiment le dessin c'est vraiment mon moyen de m'exprimer au quotidien et tu vois le fait de partager des moments comme ça avec les gens, de partager des trucs, tu le fais très bien, parce que nous on s'est rencontrés en fait pour la petite histoire, on se voyait très souvent sur beaucoup d'events parce qu'on va tous les deux sur beaucoup d'events. En fait, on se connaissait pas, du coup quand on se parlait, c'était très cordial, bonjour et tout. Et voilà. Un jour, tu m'avais fait un dessin, tu m'avais fait un shikishi. Tu m'avais dessiné en Ryu de Street Fighter. Si, je me souviens. C'était sur un event Capcom X Uniqlo. Et on se connaissait pas encore et tout.
Et en fait, quelques mois plus tard, on se rencontre vraiment sur un plateau télé. En fait, on était tous les deux invités. J1, ouais, sur J1, sur la chaîne J1. Hein. On les embrasse, c'est la famille. Ok. Et ouais, on se rencontre sur ce plateau pour la première fois. Et j'étais vraiment trop content quand j'ai vu que c'était toi, parce qu'en fait, je savais pas avec qui j'allais faire l'émission. Et quand je t'ai vu devant les locaux de J1, je me suis dit, oh, c'est bon. L'émission, elle va être trop bien, trop fun et tout, parce que en plus, ça va être l'occasion de vraiment faire une vraie connaissance avec toi. Bah oui, parce que pareil, la même. Je n'osais pas avant et tout, enfin voilà quoi. Et après, bah depuis, on est resté connectés. C'est ça qui est lourd. Et en plus, tu fais du bon contenu, t'es des bons délires et tout. C'est cool. Je te retourne le truc, frérot. Non, mais ça me fait vraiment, vraiment trop plaisir de t'avoir sur le plateau de la capsule. Franchement, c'est trop cool. Et bah du coup, alors, c'est Dragon Ball, l'œuvre en général, qui t'a fait vraiment te dire, ok, je veux devenir mangaka. J'ai envie de faire la même chose. Et puis après, pendant mes années collège, lycée, il y a eu la période de comics avec le début des Spider-Man de Sam Raimi, les X-Men, tous ces trucs-là. Donc j'ai eu aussi... Donc ça fait partie de mes influences. Ouais. Vraiment Marvel, comics, Marvel, manga. Spawn, tout ça, tous ces trucs-là, tous ces trucs-là, vraiment Blade, vraiment toute cette première vague de films de super-héros où vraiment j'étais vraiment à fond dedans. Et puis après, petit à petit, j'avais envie de... En fait, je suis comme une éponge. Tous les jours, je vais m'inspirer de choses que je vois, que ce soit des artistes, que ce soit la musique. Pendant un moment, je traînais beaucoup avec des mecs qui faisaient du rap, tout ça. Donc, toutes les influences hip-hop, urbain, j'étais vraiment dans ça. Trop bien, trop bien. Et du coup, bah, toutes ces influences-là, tu viens de me dire le manga, Marvel, comics, le rap, la culture pop et tout. Comment toutes ces influences, en fait, elles ont créé ta patte, en fait? Parce qu'on peut le regarder là, si tu peux montrer une de tes œuvres là, du coup, c'est Akimbo. Ouais, ça c'est ma dernière œuvre en date que j'ai réalisée. Okay. Donc là, pour le coup, Akimbo, c'est vraiment un condensé de tout ce que j'aime, de tout ce que je fais en fait. Ouais. En gros, on va suivre cette petite fille qui s'appelle Nancy, qui va rencontrer sa star préférée, qui est Akimbo, qui est un natif américain qui fait du rap. Okay. Et le fait qu'il fasse du rap, ça va créer des tensions au niveau de sa tribu. Et donc, elle va être au milieu de tout ça pour essayer d'arranger les choses pour pouvoir apprécier la dernière date de sa tournée, qui se passe là où, dans le campement où Akimbo habite. D'accord. Donc, tous ces trucs-là, en fait, on retrouve un petit peu tous mes délires autour de Toriyama. Tu vois, par exemple, tu vas avoir des animaux qui parlent, tu vas avoir vraiment de la baston, vraiment, tac... montrer un peu ici, tu vois, pour que tu vois un peu c'est magnifique, hein. Là, tout ça, tu dessines tout seul. Ouais, voilà, je suis au scénario et au dessin. C'est incroyable. Et en l'occurrence, ce genre de truc, tu vois, même tellement j'aime ça, tu vois, il fait un petit colors. Ah ouais, trop. Le perso, cool. il fait un colors. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est ta patte, en fait, on la reconnaît tout de suite, comme Akira Toriyama Sensei ou quoi. Ta patte, on la reconnaît tout de suite. Et dès que je vois un truc, par exemple, moi, dès que je traîne beaucoup sur le net et tout, Twitter, X et compagnie, dès que je vois un truc, en fait, je sais que c'est toi qui as dessiné. Je sais. Et ta patte, c'est justement ta patte. Comment tu te l'es créé? Est-ce que c'est venu tout seul ou est-ce que tu t'es dit, je vais prendre, par exemple, la façon de faire du nez d'un tel, les yeux d'un tel. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça. C'est-à-dire que moi, dans ma manière de comment je conceptualise les choses, c'est que je vais vraiment être curieux de tout. Je vais regarder. Pendant un moment, je lisais aussi beaucoup de BD franco-belges, beaucoup d'œuvres indépendantes, de manois, tout ça. Il n'y a pas de problème. De manois, de trucs comme ça. Donc, à chaque fois, je suis vraiment un digger, tu vois. Je vais, par exemple, quand je vais kiffer un style, je vais dire, attends, qu'est-ce qu'il a fait avant? Qu'est-ce qu'il a inspiré? Qu'est-ce que machin? Et puis après, je me retrouve à avoir plein de, tu vois, avoir mon fichier dans mon ordi avec plein de références, de trucs, tu vois, que je vais classer, de trucs et tout. Et en termes de comment je me suis réapproprié ce style-là, c'est vraiment en travaillant en vrai. C'est que je vais tester des trucs, comme tu disais, je vais prendre, les yeux, comment il travaille ces trucs-là, comment il travaille ses perspectives, ce genre de choses. Et puis après, je vais pouvoir le digérer. Donc, moi, quand je suis, surtout quand je fais du manga,
j'ai besoin de beaucoup dessiner mes persos, que ça soit sur des carnets, sur des feuilles volantes, sur des trucs. D'ailleurs, là, dans Akimbo, ce qui est assez sympa, c'est que je fais partager ce truc-là avec, avec tous les croquis. Cool, donc, tu vois pas mal de tout mon processus. Voilà, c'est ça. Tout mon processus créatif pour réaliser, tu vois, un petit peu les persos. Et donc, tous ces trucs-là, j'ai besoin de vraiment de dessiner, de m'exercer, vraiment d'expérimenter plein de choses, plein de trucs. Et ça me nourrit. Et puis j'arrive à un moment où je me dis, bah tiens, c'est bon, je pense que je tiens un truc là, et puis je vais me lancer directement, quoi. Ok. Et du coup, bah, pour tes dessins, est-ce que tu as pris des cours, par exemple, ou est-ce que c'est vraiment de l'autodidacte ou en fait c'est... Autodidacte, là, c'est vraiment... Là, pour le coup, c'est ça qui est cool avec le côté de autodidacte, c'est-à-dire que c'est toi qui va un petit peu... c'est toi qui va faire travailler ton œil. C'est-à-dire qu'on a tendance à savoir à se dire que quand on dessine, ça va être la main, la manière de... Bon, il y a des techniques forcément par exemple, pour certains outils, par exemple, si tu veux manier la plume, si tu veux manier certaines choses, tu vas avoir une dextérité au niveau du poignet. Mais ce qui est avant tout, quand on dessine, c'est vraiment l'œil qui travaille. Donc, tu as beaucoup besoin de vraiment d'observer, donc faire du dessin d'observation, te forger un petit peu une bibliothèque graphique en regardant que ça soit... moi, par exemple, quand j'allais au Japon, j'aimais beaucoup prendre en photo les pubs ou les devantures les devantures de ça après. Les devantures de magasins, tout ça, pour voir un petit peu comme, pour vraiment avoir des codes graphiques, les couleurs. Partout, en fait. Vraiment, t'es un dès qu'il y a des images, dès qu'il y a des trucs, même de la musique, c'est vraiment, voilà, je regarde tout, j'observe tout, et pour moi, c'est super important d'avoir ce truc-là. Et puis après, je me dis, ah bah tiens, je me rappelle que j'avais vu ça dans un truc et tout, machin. Et indirectement, ça va ressurgir sur mes créations, quoi. Ok. Donc là, actuellement, parce qu'on parlait de tes influences qui étaient aussi dans Marvel et le comics. Là, actuellement, dans ta vie actuelle, t'es plus manga, du coup. Oui, là, pour le coup, dernièrement, là, je continue à m'intéresser. Il y a pas longtemps, il y a pas longtemps, c'est assez marrant pour mélange manga et comics. Et là, je suis en train de me faire les Naruto Tortue Ninja. Ah oui, c'est vrai que c'est sorti. J'ai pas eu l'occasion encore de regarder. C'est bien, alors? Ah, c'est des barres de rire. C'est très léger. Le scénario, il casse pas des briques. Mais c'est vraiment en gros, pour faire simple, c'est April O'Neil qui se fait escorter par la team de Naruto. Et du coup, ça se passe à Konoha ou à New York? Ça se passe à New York. À New York. À New York, ouais. Et donc ils sont en train d'escorter le truc, en train d'escorter justement April O'Neil, et puis ils sont attaqués par les sbires de Shredder, et puis t'as un crossover avec le crossover de fou. En fait, ça paraît tellement logique maintenant qu'il est fait. C'est un truc de ouf. Des Tortues Ninja, Naruto, en fait, c'est un match totalement. Ça me fout droit, c'est trop marrant. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que t'as vraiment ce qui est cool, c'est qu'ils ont vraiment redesigné tous les persos des Tortues Ninja à la sauce Naruto. Donc tu vas avoir le petit bandeau à la Konoha, tu vas avoir les tongs chaussettes, les tongs ninja, machin et tout. Et non, c'est vraiment classe. Si vous avez l'occasion de checker, c'est vraiment lourd. Grave. Franchement, je me le suis mis de côté depuis qu'il y avait eu l'annonce là, et en fait, j'ai pas eu le temps, mais il faut trop que je me jette dessus. Mais justement, si on parle de Naruto là, pour toi, Jigito, dis-moi, c'est quoi ton top 3 manga ever? Les top 3? Ouais, les 3 mangas, les meilleurs mangas. Ah ouais, alors top 0, Dragon Ball. Parce que surclassé. Parce que si je le mets en top 1, ça veut dire qu'il peut descendre. Il descendra pas, c'est mort, il descendra pas. T'as tout dit. Voilà, et après, ce que j'aime beaucoup, c'est après, oh là là, Naruto, je le mettrai en top 1. Après, ça se tape. Ah, il y a du Attaque des Titans, Hunter x Hunter, Shaman King aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi les œuvres d'Urasawa, tout ce qui est très psychologique et Monster tout. Donc, donc tous ces trucs-là. Donc non, j'ai plein de... T'aimes bien Bleach aussi? Bleach, ouais. Oh, Bleach, c'est incroyable. Une fois, je sais que t'es non, fan Bleach, de Bleach. c'est incroyable. Il est Tite Kubo,
il a vraiment sa patte et il a vraiment le côté vraiment le côté urbain. Tu vois, au début dans Bleach, c'est très, voilà, des quartiers de Tokyo, il y a des monstres bizarres, tout ça. C'est vrai. Et et puis même pour avoir vu plusieurs de ses illustrations, Tite Kubo, il sait trop bien saper ses persos. Il sait trop bien saper ses persos. Il est swag, tu sens que le mec, il s'intéresse à la mode et tout ça. Et puis même pour moi, tu vois, en termes de chara design, moi, c'est vraiment important pour moi de bien saper mes persos. Ok, ah ouais. Tu mets un intérêt sur ça. Ouais, je fais attention à ça pour justement parce que à travers les vêtements, t'as l'attitude et t'as la personnalité du personnage aussi. C'est vrai ce que tu dis. Hein. C'est vrai qu'avec les yeux d'un artiste comme toi, en fait, on se rend pas forcément compte. Hein. Mais t'as totalement raison. Le côté vestimentaire, ça joue sur l'aura du perso et tout. C'est incroyable, c'est vrai. Complètement. Bah, du coup, là, maintenant, on va passer à la deuxième phase de l'émission. En fait, on va parler de tes œuvres. Ouais. Tu nous as parlé de Akimbo tout à l'heure, mais du coup, comment t'es venu l'idée de ta toute première œuvre? Je sais pas si tu l'as apportée. Oui, elle est là. Elle est là. Attends, on va la prendre. C'est celle-ci. Ouais, c'est celle-là. C'est vraiment mon premier one-shot. Mon premier one-shot qui s'appelle Maritime Pride. Okay. Donc c'est un moment où je l'ai fait à un moment de ma vie où vraiment j'avais beaucoup de potes qui se mariaient et en même temps des potes qui divorçaient, des potes qui avaient des enfants. Et puis même moi dans ma vie sentimentale, c'était un peu tumultueux, tu vois. Okay. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'à la base, je faisais beaucoup d'illustrations. Et en bossant avec le poteau Chef Otaku, on avait fait un comics en indépendant qui s'appelait Dirty Cosmos. On avait fait 3 volumes de mémoire. Donc tu vois, j'avais commencé dans le comics. Ouais. Et en faisant ces trucs-là, donc j'avais envie justement de raconter mes propres histoires. Parce que pour le coup, avec Chef Otaku, lui était au scénario et moi j'étais vraiment au dessin. Ouais. Donc c'était des styles d'histoire de comics que je lisais quand j'étais au lycée. Et j'avais jamais eu l'occasion de dessiner. Et du coup, en me sentant prêt après avoir fait le comics d'Orti Cosmos, je me suis dit, tiens, je vais partir sur un manga, vraiment partir sur ce truc-là. Donc partir avec la thématique de justement des relations amoureuses. Alors que je lis... De temps en temps, ça m'arrive de lire des shoujo, mais c'est assez marrant que mon premier manga, entre guillemets... pas là, quoi. Voilà, que premier manga, ça va être une comédie romantique. Donc pour le coup, pour faire vite fait le pitch de Maritime Pride, on va suivre Marie qui va à son mariage pour retrouver son amoureux, et elle se fait attaquer par les 2 bandits qui sont là, qui est justement c'est une caricature de mon frère et moi. Ah ok. C'est justement... Attends, toi t'es qui? T'es la poule ou t'es le... Non, moi je suis le petit Mexicain, le petit Chicano Sissi. Et mon petit frère, c'est que je salue d'ailleurs. On le salue. Ouais. Donc c'est mon petit frère qui va justement, hop, comme ça. Ah, ok. Excuse-moi. Et donc... pour qu'on le voit bien dans la caméra, oui. Ouais. Et donc mon petit frère, ça va être la petite poule. Et donc les 2 bandits là, ils vont attaquer Marie. Et le truc, c'est que leur monture, donc la jument que tu vois sur le côté, elle tombe malade. Elle fait une crise d'hypoglycémie. Et le truc, c'est que Marie, vu qu'elle aime bien les animaux, elle veut pas les laisser en galère, elle va essayer de tout faire pour sauver le cheval, mais arriver à l'heure à son mariage. Donc tu vas retrouver ce truc-là de est-ce qu'elle va réussir à sauver le cheval et arriver à l'heure au mariage. Et ce qui est marrant avec ce projet-là, c'est que c'était un de mes tout premiers projets et je l'avais présenté au Magic Monaco. Donc c'est un concours qui est un concours de manga qui était en collaboration avec la Shueisha. Donc la Shueisha, grosse maison d'édition, donc avec les One Piece, Naruto, tout ça. Et j'ai été élu grâce à ce projet-là, coup de cœur du jury. Et à l'édition à laquelle j'avais participé, c'était le boss du jury, c'était Fujimaki, donc l'auteur de Kuroko's Basket. Ok. Donc c'est assez rigolo que t'as été validé par une comédie romantique validée par l'auteur de Kuroko's Basket et certains éditeurs responsables éditoriales de la Shueisha. Bah, je t'applaudis franchement, bravo. T'as été validé par la street. Voilà, validé par la street, et donc ça c'est assez encourageant.
Et donc après, dans la foulée, j'avais envie de faire un petit peu, en reparlant de mes influences manga, JoJo's Bizarre Adventure. Ouais. Tu vois, je sais que que ton deuxième prénom c'est Kujo, tu vois. Donc ma photo de profil aussi sur les réseaux, voilà. C'est moi en mode de Jotaro. Ah, je kiffe trop. Voilà, c'est ça. Et j'avais envie de partir sur un peu un univers Far West. Donc pareil, j'aime beaucoup tout ce qui est les films de western, okay. Red Dead. Je me suis buté en jouant des heures et des heures dessus. Et j'avais envie de créer un univers, un Jigitoverse un petit peu comme un univers partagé, toujours dans l'univers western, et on retrouve à chaque fois, tu vois, le petit cactus là, qui s'appelle Gustavo Bailar. Et lui, en gros, ça va être un petit peu le narrateur de l'histoire qui va justement faire le lien entre les différents persos. Okay. Et après, à partir de ça, je vais raconter des différentes thématiques. Par exemple, là, pour My King Pride, je parlais de justement tout ce qui est relations amoureuses, le mariage, l'engagement, tout ça. Et avec Akimbo, donc du coup c'est dans la continuité. Donc, du coup on le retrouve dans Akimbo. Oui, on retrouve Gustavo dans Akimbo. Incroyable, okay. Et pour celui-là, j'étais grave influencé par le fait de raconter qu'est-ce la responsabilité d'un artiste au sein d'une communauté. Donc, tu as ce truc-là de quand tu fais quelque chose, forcément, quand tu fais quelque chose d'artistique ou même à titre perso, tu vas forcément avoir un impact sur ta communauté, bonne ou mauvaise. Ouais. Et puis après, c'est en fonction des gens, de leur personnalité, qui vont faire leur jugement par rapport à ça. Et à travers justement la petite fille qui est Nancy, j'avais envie de parler de tout ce qui était réalité du terrain. Parce que ce qui est assez marrant dans Akimbo, c'est que là, dans mon Far West, ils ont les réseaux sociaux, ils ont Twitch. Okay, par exemple, tu as la mamie, la grande chef du village, elle est sur Twitch, elle joue à Call of et tout. Et, et du coup, la petite fille, elle va être vraiment un petit peu l'envoyé, le reporter sur le terrain d'investigation pour le coup, par rapport à la communauté d'Akimbo, parce que forcément, il va être amené à faire des interviews, forcément, il a la hype et tout ça. Et va y avoir justement entre ce qu'on te dit dans les chaînes en continu et la réalité du terrain. Et donc forcément, va y avoir je voulais justement aborder ce genre de sujet par rapport à ça. Que tu aies pensé à ça, parce qu'on se rend pas forcément compte, mais franchement, t'es chaud. Franchement, t'es chaud. C'est gentil. En fait, quand quelqu'un crée une œuvre, on se rend pas compte en fait de toutes les idées, par exemple, qu'il veut incorporer dans son œuvre. Tu vois, là, tu me dis que tu voulais incorporer le fait de quand une personne d'une tribu, là, en l'occurrence, crée quelque chose ou se lance dans un truc, il va sûrement avoir des répercussions bonnes ou mauvaises. C'est ça. Et tu vois, ça, on n'y pense pas forcément, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc c'est des trucs importants, des messages importants que tu mets dans tes œuvres. Et le truc, c'est que justement, c'est des sujets d'actualité que j'aime bien aborder, à travers justement en rendant le truc un peu kawaii, genre avec des chefs, des cow-boys, des indiens, tout ça. Et Akimbo, ça aurait pu très bien se passer à l'époque actuelle, tu vois. Tu aurais pu mettre des noirs ou des arabes. Donc t'aurais pu très bien, ça aurait très bien pu jouer là-dessus, tu vois. Et je suis super fier de ce projet parce que c'est vraiment je l'ai fait pendant le confinement. Donc j'avais commencé une première partie à la base. C'est un gros projet que j'ai coupé en deux pour un concours aussi, pareil, concours Tezuka. Donc c'est un concours t'as fait le concours Tezuka aussi. Concours Tezuka, c'était en 2020. Ouais, 2020. On rappelle ce qu'est le concours Tezuka. Alors, le concours Tezuka, en gros, c'est un concours justement qui se passe au Japon. Et justement, en référence à Tezuka, justement, un mangaka influent qui a fait Astro Boy, Le Roi Léo, tout ça, qui a justement tellement été influent qu'il a eu son concours, le nom à son concours-là. Donc, c'est lié à pareil, comme pour le Magic, lié à la Shueisha. Et c'était là pour l'édition anniversaire, c'était la première fois qu'il ouvrait à l'international. Donc il y a eu, en plus, il y avait en termes de jury, c'était la réunion de tous les yonko du manga game. Il y avait qui là? Alors il y avait Takehiko Inoue, donc l'auteur de Slam Dunk. Il y avait Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia. Il y avait Oda.
Eshiro Oda. Il y avait Akira Toriyama, Rest in Peace, qui était là aussi. Et il y avait Kazue Kato, l'auteur de Blue Exorcist. Et vraiment c'était là c'était le boss final, les boss finaux de. Et ce mec-là allait juger les œuvres que vous alliez envoyer. C'est ça. Il y avait plus de 1600 participants. Purée. Et je suis arrivé dans le top 10 des mangas les plus lus. Du concours. Malheureusement, j'ai pas gagné. D'ailleurs, je félicite les deux frérots qui ont gagné. On est arrivé 2e et 3e. Donc, il y avait Géraud de mémoire. C'est des Français qui ont gagné le premier, c'était un Coréen. Ah, ok. Et le 2e et le 3e, je crois, c'était 2 Français. Incroyable. Donc, déjà, bravo à toi aussi. Top 10, c'est tout. Donc, c'est incroyable. Par Eshiro-da, Akira Toriyama. C'est incroyable. C'est vraiment lourd. Et donc, par rapport à ça, ce qui est assez fou, c'est que par la suite, il y a eu un bon engouement. Et j'avais envie de rattacher tout ce que j'ai pas pu mettre dans le one-shot de base. Pour en faire un tome en un seul volume, tu vois. Et pendant mon processus de création, j'ai eu l'immense honneur d'être validé par Boichi, donc l'auteur de Dr. Stone, du coup le dessinateur de Dr. Stone. Il a fait Sunken Rock, il a bossé sur un spin-off de One Piece avec Ace et tout ça, donc il fait pas mal de trucs et tout. Et boosté par ça, j'ai fait justement, j'étais vraiment à fond dedans. Ouais. Et en parallèle, tu retrouves dans tous les bonus, tu as une galerie fan art. Et dans les fan art, j'ai quasiment que les poids lourds du manga français. Hein. Il y a le frérot Tony Valente qui m'a fait un super beau truc. Monte un peu peut-être. Voilà. Tony le frérot, Tony le sang. Donc l'auteur de Radiant. Tu retrouves aussi Renaud Lemaire, l'auteur de Dreamland. Tu retrouves la nouvelle gène en termes de mangas qui sont en train de mangaka français. Donc, tu vois par exemple la chef Otaku qui m'a fait un petit truc aussi, le frérot. Là tu retrouves par exemple ZD, Senshiro, des artistes que j'aime beaucoup, Yamishin, Yohan. Tout le monde a mis la main, tout le monde a fait son petit... Là je parlais de Renaud Lemaire, Roro, je les salue tous, Toffer, Shindo. On les salue tous. Non, vraiment, des cracks. Ils m'ont apporté un soutien qui est juste ouf, quoi. Et derrière le truc il marche super bien et je fais pas mal de salons. Trop bien. C'est juste ouf. Trop bien. Mais du coup, alors dans tous ces processus là de création de manga et tout, si tu pouvais me citer, pour toi, quelle est la partie la plus difficile et par exemple aussi la partie la plus gratifiante? Qu'est-ce que tu kiffes et qu'est-ce qui est un peu chiant à faire et tout? Alors moi, le truc où vraiment je me casse la tête, c'est le storyboard. Le storyboard, c'est le truc, c'est ton plan de travail quand tu fais du manga. C'est-à-dire que si ton storyboard il est bancal, là c'est vraiment les fondations, quoi. C'est chaud. Et donc le fait de mettre tes dessins au service d'une histoire, au service d'une narration, c'est vraiment un casse-tête à réaliser. Donc tu dois faire attention à comment tu places tes bulles, comment tes cadrages, comment tu vas placer tes bulles, tes onomatopées pour habiller tout ça. Donc vraiment, t'es un réalisateur en fait quand tu fais du manga. Donc, sauf que c'est toi qui vas placer ta caméra pour mettre en valeur tes personnages, mettre en valeur une émotion, mettre en valeur une situation, que ça soit avec des doubles pages, des grandes cases, avec tout ça. Donc c'est vraiment la partie la plus chiante. Ouais, pour moi c'est là où vraiment je me prends la tête. Des fois je passe des journées sur une seule page, sur une case. Je me souviens carrément j'étais resté pendant le processus d'Akimbo. Je suis resté genre 3-4 jours pour me prendre la tête sur un dialogue. Tu vois, le rythme des dialogues, ça c'est un truc où vraiment j'ai chopé ça
en lisant de la BD franco-belge, des BD humoristiques ou même en regardant des séries télé, le rythme, le rythme des phrases, tout ça, c'est super important de vraiment tenir en haleine le lecteur. Et puis surtout dans la fluidité de la lecture. Ouais. Moi, je suis très... D'ailleurs, c'est en lisant Tokyo Revenger que vraiment j'ai tilté là-dessus, c'est d'aller à l'essentiel quand tes personnages parlent, quoi. C'est hyper important ça, parce qu'on est plein, et moi le premier, en lisant certaines œuvres, des fois, ça me saoule en fait. Je trouve que c'est trop lent et tout, et j'abandonne. Et du coup, j'abandonne totalement l'œuvre, alors que des fois, c'est des œuvres incroyables. Mais c'est vrai que tenir en haleine, c'est quelque chose qui doit être assez compliqué. Et du coup, la partie la plus gratifiante pour toi, quand tu crées une œuvre? Moi, la partie la plus gratifiante, c'est vraiment quand tu as le bouquin dans les mains, en vrai. Ouais. C'est quand tu as le bouquin dans les mains, quand tu as le produit fini. Moi, je me rappelle, à chaque fois que à chaque œuvre que je sortais, je le mettais, je dormais avec, je le regardais, je fais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Pour un fan de manga, ça doit être incroyable de se dire là, ça, ce que j'ai entre les mains, c'est moi qui l'ai fait, c'est mon manga, c'est mon œuvre et tout, ça doit être vraiment c'est gratifiant de fou. Okay. C'est gratifiant de fou, et puis le fait que tu vois d'avoir des amis qui te soutiennent. Je pense par exemple à mon poteau Julien Montou qui a été un petit peu mon graphiste sur le truc. Je pense à des poteaux comme Luchesco aussi qui là justement on travaille là ensemble sur mon prochain manga là, qui s'appelle Sheriff Boy. Sheriff Boy. Boy. Je vois sur les réseaux des petits croquis passer, des trucs voilà, comme ça. C'est ça. Ça va être manga, ça va être pour le coup, ça va être mon gros projet là pour l'année 2025. Tu prévois quoi, une série ou un one shot, pareil. Un one shot pour rester dans le truc du one shot où, tu vois, comme tu disais, moi j'ai du mal à faire des séries longues, et un one shot, c'est un bon moyen pour moi développer très vite un concept. Moi, je sais que généralement, quand je lis des mangas, un concept fort, ça te direct, t'es dedans. Et en l'occurrence, pour Sheriff Boy, c'est un maman, j'ai raté l'avion, mais au Far West. Ah ouais. En gros, tu vas suivre ce petit garçon qui s'appelle Dustin, et et en fait, il est shérif pendant que son père n'est pas là, et il va devoir gérer une horde de brigands qui se disent ah bah tiens, apparemment le papa du petit il est absent, on va en profiter, on va en profiter pour mettre le zbeul, et lui il doit devoir gérer du haut de ses 9 ans, de justement gérer la ville, avec le fait qu'il soit inculqué du fait d'avoir le sens de la justice, d'être fier d'être un shérif, tout ça. Et en parallèle, on développe des thématiques sur justement est-ce que la justice et la loi sont complémentaires. Est-ce que tu vas avoir par exemple, je parle aussi par rapport à tout ce qui est shérif, en subli, je parle de bavure policière, d'erreur de justice, tribunal, de ce truc-là. Donc c'est des thématiques, tu vois, des thématiques actuelles. Des messages importants. Des messages importants, des thèmes actuels qui sont contemporains, et que tu vois que j'habille avec des cactus qui parlent, des petits garçons qui jouent les cow-boys et tout ça, quoi. Franchement, tu m'as trop donné envie de lire toutes tes œuvres. J'ai pas eu la chance de lire tes œuvres ou de me les procurer, mais franchement, je pense qu'après l'émission, là, ce week-end, je sais pas quoi, ils sont disponibles où tu peux les récupérer directement sur ma boutique en ligne, donc www.sanous.com. Et puis sur ma page Instagram, tu as le petit lien qui va bien. Il y a le petit lien avec tout. Et justement, tu as aussi j'ai mis gratuitement la première partie de Akimbo en lecture disponible pour tout le monde. Je te ferai un retour. Franchement, tu m'as trop donné envie là. Surtout le petit Sheriff Boy là, j'attends l'histoire. Elle est vraiment trop fun, trop drôle. Donc franchement, je vais me lancer là-dedans. Et du coup, on va parler de Isekai'ra. Isekai'ra, je te laisse le prendre, comme ça on va le montrer à la caméra. Isekai'ra, ça a été mon moment récréation pour le coup. Hop, Isekai'ra. Donc ça, c'est le moment récréation que j'avais réalisé avec Chef Otaku. Et le truc, donc pour le coup, on va suivre 2 mecs de cité qui vont justement être transportés dans un monde d'heroic fantasy, tu vois, un peu le délire du Isekai'ra, tu vois. Et en gros, tu vas retrouver ces gars-là qui vont essayer de monter un petit business avec des elfes et des nains
Les mecs de test. Et voilà, c'est ça. Et en même temps, ils vont essayer, ils vont intégrer une guilde. Il va y avoir des embrouilles entre des gros commanditaires, tout ça. Ils vont se taper contre des dragons. Ils vont faire des business avec des nains. Il va y avoir des elfes aussi qui vont essayer de, tu vois, entre deux missions, ils vont profiter d'aller à la taverne locale, tu vois. Donc ils vont se mettre bien et tout ça, quoi. Donc vraiment comme vraiment retranscrire tout ce qui est vraiment tout ce qui est les clichés de mecs de cité. Ouais. Dans un univers d'heroic fantasy, tu vois. Donc eux, ils vont pas être en mode tu sais, genre tu vois, vraiment les trucs, ils vont se retourner les pouces pendant que, tu vois, ils vont avoir un harem d'elfes et tout ça. Donc quand ils vont s'embrouiller avec des orques, ils vont arriver ils vont régler ça comme si c'était la rue, tu vois. Donc vraiment ces clichés là. Donc c'était vraiment pour le coup, c'était un projet vraiment rigolo. J'ai adoré le faire. C'est d'une idée originale du chef Otaku, c'est ça? Ouais, et pour le coup, il a fait appel à toi pour les dessins. C'est ça, pour les illustrations. Comment ça s'est passé la connexion avec Chef Otaku? Il t'a contacté directement Alors, Chef Otaku, ça va faire maintenant une dizaine d'années qu'on se connaît, tout ça. Donc, c'est vraiment le frérot. Et pour ce projet-là, on s'est dit, ben vas-y, on part. Moi, le concept, il m'avait fait rigoler. Et c'est complètement. La rigolerie de fou. C'est vraiment tu vois, c'est vraiment entre Lascar et vraiment avec tu sais, même il y a même du business à la Breaking Bad et tout ça, tu vois, Snowfall, tu vois ce genre de truc, mais en mode rigolo, tu vois. Et le concept m'avait grave rigolé, grave fait rire, pardon. Et j'avais envie de bosser là-dessus, donc on a fait ça. On a sorti ça au mois de juin. Donc de juin 2024, et donc c'était pour le coup, c'était vraiment la première œuvre qu'il a fait au sein de sa structure, parce que maintenant il a monté sa structure, donc Spatule Production. Et là, il a développé son Spatule Jump, où il va dénicher le Spatule Jump, tu vois, un petit peu comme ce que faisaient les jumps au Japon, c'est qu'ils vont prendre, chaque artiste va un petit peu amener sa patte, son one shot et justement dénicher des nouveaux talents. Ça c'est une très 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 bonne initiative. On a besoin de ça dans tout ce qui est justement le manga francophone. On manque de visibilité, et ça c'est d'avoir ce genre d'initiative, c'est incroyable. Et tu vois, pour reparler par exemple d'Akimbo, le fait que t'es tous les mecs de la scène manga francophone qui viennent te soutenir, qui même quand les potos ils sortent leur projet, chacun va faire son petit fan art pour appuyer, parce que c'est une famille. Vous êtes vraiment, je vois de toute façon sur les différents events et tout, à chaque fois vous êtes en petit groupe là, la Katsuki des mangaka français. C'est ça, tu vois, il y a quelques jours, on a fait un pop-up store pour la sortie de Red Flower avec Just Louis, Weasel, Maxime et tout ça. Donc il y a pas mal d'artistes qui on arrive à faire des collaborations pour tout le monde se tirer vers le haut. Ça profite à tout le monde, et ça c'est cool. C'est incroyable, franchement. C'est une bonne famille qu'on a envie de rejoindre carrément. Et j'ai une petite question qui me traverse l'esprit là. Par exemple, quand tu crées des projets comme ça, par exemple un manga ou quoi, comment tu reçois, est-ce que tu prêtes attention à l'avis de tes lecteurs, ou par exemple est-ce que des fois tu intègres carrément dans tes œuvres des idées de tes lecteurs? Ça m'arrive de temps en temps. Généralement, je me laisse une part d'improvisation dans mes histoires. C'est-à-dire que ce qui est important pour moi, ça va être le début et la finalité, et certains points clés de l'histoire. Et dans le cheminement, je me laisse un petit peu une part d'improvisation. Donc de temps en temps, ça va être une série qui va m'influencer. Par exemple, tu vois, pour revenir sur la création du cactus, c'est inspiré de Breaking Bad. Je sais pas si tu te souviens, un moment dans Breaking Bad, il y a Breaking Bad, j'ai vu que la saison 1. Ouais. Mais ça pas. Non, mais c'est pas un spoil, hein. Pour le coup, c'est vraiment pas un spoil. À un moment, tu vas voir des mariachis qui vont raconter l'histoire de Walter White, tu vois. Ouais, peut-être. Et ce truc-là m'avait fait rigoler, parce que t'avais le décalage, parce que les mariachis, tu vois, ils chantent un petit peu Heisenberg, la légende et tout ça. Et il y avait un décalage entre le fait que, tu sais, genre, ils le décrivent comme un grand narcotrafiquant de fou et tout ça, alors que le mec, il est là, il a la photo,
machin et tout. Et moi, ça m'avait fait rigoler. Et j'avais envie d'intégrer ça dans ce truc-là du décalage, de vraiment raconter comme si c'était des personnages légendaires, alors que c'est des ours et des mecs qui font du rap, tu vois. Donc c'est vraiment ce truc-là. Donc ça m'arrive aussi de prendre en compte les lecteurs quand je vais en festival, quand je suis en convention. Donc je suis vraiment, je prends le temps de noter des choses, toute remarque est bonne à prendre. C'est ça. Et après, c'est moi. Comment j'oriente le truc? Est-ce que ça je le jette, ça je le prends, ça je machin, ça je le modifie et au final c'est moi qui ai dernier mot dans tout ça quoi. Ok. Bah, top. Bah, je te passerai une petite idée pour ton prochain truc alors. Ah non, il n'y a pas de problème, moi je suis ouvert. Moi je suis éteint de toute façon. Non. Mais bah, du coup là, pour un mangaka, qu'il soit français ou n'importe, un mangaka en général, c'est quoi le Graal? Le Graal pour un mangaka, c'est quoi? Le Graal, le truc en fait qui... Là, le premier truc qui me vient en tête, c'est d'être dans le sens où ça va booster ta popularité, c'est l'animé, en vrai. Ah, c'est l'animé pour un Graal, parce qu'en gros, si tu veux, que l'animé soit bon ou que l'animé soit sublime ton manga, ça fait de la bonne pub pour ton manga. Parce que en gros, c'est vraiment... Il y a beaucoup de mangas qui ont pété après l'anime. Ouais. Tu vois par exemple des Demon Slayer, ou même il y a pas longtemps, j'ai découvert Orbe du mouvement de la Terre, alors que je suis passé complètement... Du mouvement de la Terre, c'est lourd. C'est incroyable. J'avoue que je connaissais pas avant l'anime. Ouais, pareil. Tu vois, il y aurait pas eu l'animé, j'ai jamais entendu parler du manga. Et c'est vraiment, tu vois, des fois, l'exposition d'un animé, ça fait du bien à ton œuvre. Ok, donc c'est ça le Graal pour un mangaka, c'est d'être... Pour moi, ça fait partie de ça, et surtout, on va dire, pour moi, le principal, c'est vraiment vivre de ce que tu fais. C'est vraiment partager ça avec tes lecteurs, avec les gens qui te suivent, avoir le soutien des gens, que tu arrives en dédicace, même recevoir. Moi, un truc qui me fait kiffer, c'est d'avoir des fanarts, tu vois. C'est d'avoir les gens avec leur part artistique, leur coup de crayon, entre guillemets, reprendre tes persos. Et j'avoue, ça c'est un sentiment. C'est ouf. Tu dis, ah ouais, là, je suis vraiment un mangaka en fait. Non, à chaque fois, c'est d'avoir des interprétations différentes, c'est vraiment incroyable, quoi. Ok, bah écoute, c'est top. Digito, yes. J'ai apporté là sur le plateau, je sais pas si on les voit, je pense, sur la table devant nous là, je t'ai apporté 3 objets. Et en fait, du coup, il y a une PSP, il y a le tome 1 de Dragon Ball, et il y a le chapeau de Luffy. Si tu pouvais en choisir un parmi les 3, enfin celui vraiment qui te parle le plus, et sur lequel tu pourrais dire quelque chose, ce serait, tu choisirais quoi? Sur les 3, d'entrée, je te dirais le tome de Dragon Ball. Ouais, c'est vrai que... parce que c'est vraiment Dragon Ball qui m'a donné envie. La triche. Ouais. On enlève Dragon Ball. On enlève le tome de Dragon Ball, parce que c'est le tome 1 Dragon Ball. Ouais. Donc, entre la PSP... Après, non, tu peux choisir aussi le tome 1. J'avoue, là, c'est de la triche que je fais. Tu peux aussi choisir ça. Vraiment, si tu peux en choisir un, tu prendrais quoi? Qu'est-ce qui te parle le plus, là? Je dirais One Piece, quand même. Je dirais le chapeau de Luffy. Parce que, en gros, si tu veux... Moi, à la base, j'étais très Naruto. Comme je te disais, j'étais très Naruto. Moi, One Piece, fallait pas m'en parler parce que j'étais tellement dedans, fallait pas m'en parler. Et pendant donc, je lisais un One Piece, je lisais, mais tu sais, sans plus, tu vois. Moi, par exemple, le premier tome que j'ai lu, c'était avec Baggy, tu vois. Et après, moi, j'aimais bien, justement, les deux persos, où vraiment, mes deux persos préférés dans One Piece, c'est Usopp et Baggy. Tu vois, c'est les personnages... Les deux clowns, quoi. Tu vois, c'est deux clowns, c'est deux mecs qui font les mecs, mais c'est des bidons, tu vois. C'est des bidons, c'est des fraudes. Et moi, les personnages un peu comme ça, c'est complètement mon style de perso. Et One Piece, ça m'a eu à l'usure. Forcément, ça m'a eu à l'usure. Comme beaucoup, malheureusement. Ça m'a eu à l'usure. Et dans le sens où j'arrivais à une période où vraiment j'avais besoin de vent frais dans mes lectures, de tout ça. Et je me suis dit, tu sais, ce manga que j'avais délaissé un petit peu, vas-y, tu sais, je vais me mettre dedans. Et après, j'ai vu la lumière, j'ai dit, ah ok, d'accord, je comprends. Et je suis monté dans le train. Et puis, non, mais je comprends ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné One Piece, parce qu'en fait, ça
ils trouvaient plus leur compte. En fait, ça, des fois, c'est beaucoup de dialogue, beaucoup de parlotte, et ça saoule un peu. Moi, le premier, hein. Moi, ça m'a vraiment, à un moment, j'ai arrêté totalement One Piece, que j'en pouvais plus de la parlotte. Après, ça reste une des plus grandes œuvres, je pense. Ah non, c'est un monument, ce manga. C'est, comme tu dis, c'est un monument, et ouais, ça reste vraiment une œuvre incroyable et intemporelle. Je pense que ça va rester dans le temps, comme Dragon Ball. Et en plus, le truc, c'est que maintenant, One Piece, c'est vraiment devenu un manga où tu peux sociabiliser avec les gens. Tu vois un chapeau de paille, tu vois un Monkey D. Luffy, un truc, un machin, un fruit du démon. Direct, que ça soit sur, par exemple, les collabs avec les t-shirts, les trucs, ou même avec les restos, tout ça. Le Luffy, même les valeurs qu'il retransmet, la camaraderie, l'entraide, le fait que tu vois, il y a les hommes poissons, le côté farfelu, Walt Disney, tous ces trucs-là. Ouais, c'est des mangas comme Naruto, en l'occurrence, c'est des mangas vraiment qui ont apporté comment dire, j'en perds mes mots, mais genre l'amitié, l'entraide, des valeurs, voilà, ça que je cherchais, des valeurs. Ils ont apporté des valeurs de ouf. Je suis sûr et certain que One Piece et Naruto, ils ont sorti plus d'une personne d'un trou noir, tu vois. Moi, je te le dis honnêtement, moi, si j'avais pas les mangas, heureusement, c'est les mangas qui m'ont écarté de la délinquance, tu vois. Vraiment, dans le sens où c'est, au lieu de sortir dehors, machin, faire des bêtises, j'étais soit devant mes consoles, devant mes mangas, devant mes dessins animés, et je dessinais. C'est là qu'on se retrouve. C'est pour ça que je dis que t'es la famille, parce que justement, on se connaît depuis un petit moment maintenant, on parle en off et tout, et on a les mêmes valeurs, justement. C'est ça, moi, que j'ai retrouvé chez toi aussi, c'est que, comme tu dis, on vient de quartier, on vient de la banlieue, et ces trucs-là, les jeux vidéo, les mangas, ça nous a vraiment empêché de sortir dehors, comme tu dis, et de faire n'importe quoi. Donc c'est vraiment... Ça nous a vraiment... Et puis en plus, même à travers les personnages de manga, tout ça, même ça t'a... Tu vois, comme forcément avec les parents qui travaillent, qui machin, donc ils sont pas forcément là pour vraiment pour nous cadrer, tu vois. Et le fait d'avoir des mangas comme ça qui vont t'enseigner ces valeurs de vraiment l'entraide, le courage, le côté, toutes ces valeurs là de la vie font que tu vois, ça remplace les parents quelque part, ça remplace la famille. C'est des exemples. Moi, j'en parlais dans le premier épisode avec Nadir, qui est professeur. On parlait de ça justement, et moi je parlais de GTO. Et que c'était Onizuka justement qui m'avait littéralement sauvé, parce que quand j'ai connu GTO, du coup c'était une période où je voulais plus aller à l'école et compagnie, et en fait quand j'ai connu Onizuka et GTO, je me répète à chaque fois, et ça je le dis tout le temps, j'ai retrouvé le goût à l'école, et je voulais repartir à l'école dans l'optique de me dire peut-être que je vais trouver un prof comme Onizuka. Et vraiment, c'est lui qui m'a sauvé de la scolarité, c'est lui vraiment qui m'a... Et pourtant, c'est un personnage fictif, tu vois. Et tu vois, pour revenir sur Onizuka, le fait que moi, tu vois, je sois prof, pareil, que je donne des cours de BD, tout ça avec les enfants, j'ai toujours ce truc-là de Onizuka aussi, tu vois. Et d'un côté, de me dire, si je devais enseigner du manga, je fais ce que j'aimerais ce que j'aurais kiffé avoir quand j'étais petit, tu vois. Donc là, tu vois, je donne des valeurs, je donne des valeurs, tout ça. Il y a des fois même de ça. Là, il y a pas longtemps, j'ai fait un festival à Valenton et j'avais ramené des élèves avec moi pour qu'ils découvrent un petit peu, l'envers du décor et tout. Ils ont grave kiffé. Ils ont pu discuter avec des créateurs de contenu, avec d'autres artistes, des mangaka, tout ça. Donc des libraires, des organisateurs d'événements, tout ça. Donc c'est des choses que tu vois, de montrer un petit peu de prime abord, c'est rien, mais en fait aux yeux des enfants, tu vas les marquer à vie. Exactement, tu vois, ils vont parler de toi peut-être jusqu'à alors quand ils seront adultes, ils vont dire j'avais un professeur quand j'étais petit, il nous a ramené dans les conventions, il nous a montré le manga et tout, et tu vois, ça n'a pas de prix. C'est incroyable. Le plus important, c'est vraiment ce qui va rester derrière toi, en fait, ça va être toutes les choses, toutes les bonnes actions que tu as fait, l'impact que tu as eu sur les gens. Exactement. Que ça soit à travers mes œuvres, les mangas, tout ça, et puis même dans la vie quotidienne, à travers tes bonnes actions, quand tu rends service à quelqu'un, quand tu dis des mots, tu t'encourages les gens, quand par exemple, je sais pas, il y a un mec qui sort son projet, tu lui mets un petit like, tu le repartages, tu le machin, ça coûte rien, tu sais, c'est des petits gestes à la con. C'est énorme pour la personne. Et même des petits trucs, tu vois, moi je le vois même avec mes réseaux sociaux, tu vois, j'essaye au maximum de
répondre aux gens. C'est vrai que c'est pas évident, mais je vois tout. Je vois tout. À l'heure de tout le monde est connecté, je vois tout. Et même à chaque fois, quand les gens ils reviennent te voir en festival, tout ça, tu rediscutes, tu dis ah bah tiens, t'as grandi, machin, tac et tout. C'est vrai qu'on se rend vraiment pas compte, mais des fois juste un message, un retour de message, quoi, ça crée tellement des lumières dans les yeux des gens et tout. Tu vois, moi, ma petite échelle, moi, j'ai pas de communauté ou quoi. Enfin, je suis pas quelqu'un de connu, mais je travaille chez Game One, comme tu le sais. Et Game One, une chaîne qui a beaucoup de fans. Et par exemple, quand je me retrouve sur des événements comme Paris Games Week ou quoi, les gens maintenant me reconnaissent et savent que je travaille chez Game One. Et rien que là, en fait, ils viennent me voir et en fait ils veulent faire une photo avec moi, ils veulent parler avec moi. Maintenant tu fais partie du tu fais partie du truc. Ça, maintenant en fait ils savent que je travaille chez Game One, du coup mon visage il est vraiment lié à Game One. Et tu vois, moi les premiers qui venaient me voir à me demander des fois même des autographes ou des photos et tout, je comprenais pas, je leur disais mais moi les gars je suis personne en fait. Je travaille, je suis un petit gars de la banlieue qui a fait des études, qui a réussi à avoir le métier qu'il voulait faire. Mais en vrai, je suis personne, tu vois. Aller voir les Marcus, aller voir les... Ouais, voilà. Mais ça me fait plaisir, tu vois, ça me fait vraiment plaisir de me dire, ils ont fait le déplacement. Des fois, ils viennent de loin, ils viennent me voir et tout. Franchement, non, ça fait vraiment chaud au cœur. Et comme tu dis, il faut toujours être bon et il faut vraiment être dans ce mindset-là de toujours accepter. On est tous des êtres humains, on est tous égaux. Et vraiment, c'est un tu vois, pour reparler de Game One, tu vois, Marcus, Julien Telouk, c'était mes premiers fans, ou vraiment mes premières télés, c'était grâce à eux. Je peux saluer Sébastien Abdelhamid, on embrasse. Le grand C, qu'on en dit, le grand Manitou, toute cette team-là, John Soulo, Tiers-Monde, toute cette team. C'est la famille. Franchement, c'est la famille. C'est des bons. Ils se reconnaîtront et de toute façon, on lâche pas. Ils sont dans mon cœur, mon cœur à vie. Et on a vécu des choses j'ai vécu des choses avec ces gens-là ils resteront là. Jusqu'à j'oublierai jamais. Vraiment. C'est là où toi et moi on se ressemble, c'est que vraiment en fait on a le même tout ce que tu dis en fait je comprends totalement parce que c'est même personne que tu as cité, le grand C de Malaisie, voilà. Le grand C de Malaisie, dédicace à toi. Voilà. Abdel, Sébastien Abdelhamid, Julien Telouk, Marcus, tout ça, et la famille Game One, tout ça vraiment on est un cocon et de toute façon, tu sais de quoi je parle. Et vraiment, c'est un truc de ouf. Mais fini la période de nostalgie. Tout à l'heure, on parlait de manga. Tu disais que tu avais aussi les jeux vidéo qui t'avaient beaucoup servi dans ta vie. C'est quoi les jeux vidéo là? Si tu peux me citer par exemple 2-3 jeux vidéo, les 3 jeux vidéo vraiment qui t'ont marqué, des trucs de ouf. Moi, je t'avouerai, moi, je suis un Nintendo sexuel. Je suis un Nintendo sexuel, N-sex de fou. Et le jeu qui m'a matrixé, hein. Je vais faire classique, hein. Il y a les Zelda. Zelda. Ton préféré, c'est lequel? Mon préféré, ça se tape. C'est chaud, hein. Ça se tape. La question, elle est chaude. Ça se tape. Je dirais Majora's Mask, bizarrement. Majora's Mask parce que t'as vraiment le côté de jour sans fin et le côté vraiment où interaction avec tous les PNJ du jeu. C'est vraiment le jeu où vraiment il faut que tu fasses attention à tous les problèmes des PNJ du jeu. Et ça, c'est un truc vraiment qui m'avait marqué. Après, Smash Bros, Mario Kart. Les Mario, les Zelda, les Kirby. Là, carrément, et dernièrement, j'avais fait... là, ça remonte un petit peu. J'avais fait Mario Odyssey. Excellent jeu. Il y a le stage de la ville. Tu l'as fait, Mario Odyssey? Je l'ai fait, ouais. Le passage où t'as la musique. Je vois exactement de quelle musique tu parles. Avec la nana qui joue. Et t'as des hommages à à l'histoire de Mario. Et j'en parle, tu vois, j'ai la chair de coq. J'avais les larmes aux yeux. Je te jure. Première fois que. Dingue. Avec la musique, tac. C'est vraiment. Mario, on le met bien. Et c'est vraiment une lettre d'amour à. Mario, c'est quelqu'un. C'est vraiment ça. Et j'avais les larmes aux yeux. J'ai dit, mais. Non, mais c'était incroyable. On a retrouvé un peu le même sentiment. Je sais pas, plus récemment, si tu l'as fait, Astrobot. Astrobot, j'ai vu des let's play. Du coup, là, sur PlayStation, ils ont refait un peu le même truc. En fait, ils ont vraiment fait un hommage à PlayStation. D'accord. Et parce que tu vois, moi, pour le coup, je suis plus PlayStation que Nintendo. Même si j'adore Nintendo et tout, et je joue à tout.
Mais je suis plus PlayStation. Et dans Astro Bot, ils ont vraiment fait un hommage à la PlayStation en général. T'as des easter eggs sur la PS1, la PS2, la PS3, la PS4, les licences phares, Tomb Raider, Uncharted et tout. Franchement, si t'as l'occasion de le faire, franchement, c'est... Ouais, j'en entends que du bien. En plus, il a gagné le GOTY, ouais. Et franchement, c'est un jeu de ouf, franchement. Et je vois ce que tu veux dire, ouais. La nostalgie dans les jeux, là, quand tous les souvenirs de 20 ans en arrière, ils remontent là. Non, mais ce passage-là dans Mario Odyssey, j'ai câblé. J'ai câblé. Je vais pas le spoiler pour vraiment jouer à ce truc-là. Si vous êtes fan de Mario, tout ça. Et puis en plus, il y avait le film dernier qui est ressorti, donc j'ai bien aimé aussi. Et tous ces trucs-là, Mario, Zelda, Smash. C'est vraiment c'est vraiment la Triforce de ma Nintendo sexualité, tu vois. C'est vraiment ça. Ok. Bah franchement, je valide totalement tes choix. Je suis comme toi, moi aussi. Moi, je joue à tout de toute façon. Et puis PlayStation aussi, hein, tu vois. PSP, on s'est buté aussi. Hein. Les Burnout, les GTA, Def Jam, les God of War, les Soul Calibur, les PES, tout ça. Alors que j'étais pas jeu de foot, mais PES, on a tous. PES, j'ai tryhard. Premier jeu de foot où je tryhard comme un fou. On a tous joué PES, milieu de terrain, Adriano, je me rappelle. Tu tapais du milieu de terrain, ça rentrait direct. Ah ouais, non. Là, c'était vraiment une époque de fou. D'ailleurs, on attend, il y a des rumeurs, je sais pas si t'as entendu, sur une future PSP. PlayStation serait en train de travailler sur une nouvelle PSP. Bon, c'est pas encore officiel ou quoi, mais franchement, s'ils sortent une nouvelle PSP, ça va être incroyable. On attend Digito. On arrive sur la fin de l'émission. C'est passé vite. Hein. Ah, c'est passé vite, trop vite. J'ai pour rituel, à la fin de chaque épisode, de poser 10 questions qui ont totalement rien à voir avec le manga ou quoi. C'est vraiment des 10 questions random. C'est le rituel de chaque fin d'émission. Tu vas m'y répondre. Tu as le droit de ne pas y répondre si tu veux pas. Ok. Du coup, la première question, c'est si tu pouvais avoir un pouvoir, ce serait quoi? Un pouvoir Un pouvoir. Je dirais, me téléporter. Hein, téléporter? En vrai, me téléporter. C'est le rêve de tous les hommes. Je pense que t'allais dire voler. Non, mais vraiment me téléporter. Vraiment. Tac, Tokyo. Voilà, c'est ça. Voilà, tu vas partout. Tu t'orachines du coup et tu reviens. Généralement, c'est ce genre de pouvoir que j'aurais kiffé. Après, j'ai pensé à lire dans les pensées, mais souvent, dans les persos, tu sais, dans toutes les fictions, le mec qui lit dans les pensées, toujours après, il devient fou. Il saigne du nez, il a des yeux violets, il est là, il pète un plomb, tu vois, à force d'écouter les pensées des gens. Téléporter, c'est bien. Ouais, mais téléporter, c'est lourd. Ok, te téléporter. Deuxième question, ton top 3 fruits. Top 3 fruits? Mangue. Attends, là tu commences du 3 ou du 1? Le top 1 mangue. Okay. Top 1 mangue. Deuxième, je dirais... ça se tape. Fraise. Et le dernier, je dirais de kiwi. Kiwi, ok. Ouais. Moi, je suis un fan de fruits en général, donc je kiffe tout, moi. Troisième question. Si tu pouvais partir sur une île déserte, mais tu pouvais emmener que 3 objets avec toi, tu prendrais quoi? Un papier, un crayon. Une gomme. Et une gomme. C'est vrai, c'est ça. Sérieux? Ouais, c'est pas étonnant, en vrai, c'est pas étonnant. Si tu pouvais vivre dans un univers fictif, ce serait lequel? Je te dirais One Piece. Ah ouais? Même pas Dragon Ball? Ouais, Dragon Ball, tu vas être un pirate. Ouais, non, c'est vraiment pour le coup One Piece, dans le sens où t'as vraiment tu sais, découvrir des trucs de fou, tu sais, des autruches, des autruches fond marin, des trucs vraiment. C'est ce qui m'a charmé en fait. Au tout début, moi, quand j'ai connu One Piece, j'étais en primaire, du coup, ça venait d'arriver en France, et c'est le premier truc qui m'a charmé chez One Piece. C'est vraiment les univers. C'est même pas les persos. Hein. Après, quand j'ai vu Zoro, je suis tombé amoureux. Mais avant Zoro, les univers et tout, franchement, c'est rien que le village, en fait, le village de Luffy, je kiffe en fait. Je sais pas, j'aimais trop. C'est ça. J'aurais trop aimé vivre dans ce village. C'est un truc de ouf, c'est fort. Non, c'est One Piece. Et puis tu vois, pour revenir par rapport à quand on parlait de jeux vidéo, tu vois, le Wind Waker, c'est One Piece mais version Zelda, tu vois. C'est vrai. Tu vois, donc c'est des univers de ouf. Ouais, donc c'est vraiment cool. Quelle est ta destination de rêve? Ma destination de rêve, je l'ai fait 2 fois, c'est le Japon. Le Japon. Ah, le Japon, je me sens trop bien là-bas. Je l'ai fait une fois avec les potos, et je l'ai fait une fois en vraiment voyager seul. Et c'est pas la même expérience, mais c'est encore plus kiffant à chaque fois que j'y retourne, quoi.
Japon, Et non, vraiment. J'y retourne en juillet, moi, normalement, là. Ah ouais? Ouais, pour Trop 2 bien. semaines avec la famille. Ah, trop cool. Et franchement, j'ai hâte. Je compte les jours, tu sais même pas. Ah ouais, je compte les jours. C'est cool ça. Ouais, j'ai hâte. Vous allez rester combien de temps? 2 semaines. 2 semaines. C'est ma deuxième fois. Moi, je l'ai fait la première fois en 2016. Ok. Donc ça fait déjà 8 ans. Ah ouais, ça date. Enfin, non, 9 ans maintenant. Ok. Et ouais, j'ai hâte. Je compte. Je vais ramener une valise vide, je vais la remplir là-bas. Ah ouais, là, prépare ta valise. Quoi, tu me dis, si t'as besoin de quelque chose, je te ramène avec grand plaisir. C'est gentil. Avec grand plaisir. De ouf. Si tu pouvais revivre plutôt un jour dans ta vie, ce serait lequel? Un jour dans ma vie. Ça va être un petit peu émotionnel, mais ça va être ouais, c'est les fêtes avec mon petit frère et ma madré. C'est vraiment ouais, parce que justement Akimbo, je l'ai fait pendant une période assez chaude dans ma vie. Et c'était une période où justement ma mère ça allait pas des masses, et revivre ce truc là avec elle, les soirs où on parlait, c'est vraiment un truc que j'aimerais revivre, ouais. Juste pour lui dire merci pour tout, juste pour ça. Merci à elle. Merci à elle, voilà. D'avoir fait l'homme que tu es aujourd'hui. Vraiment. Grâce à elle et grâce à mon petit frère aussi, Sanous, que je salue, qui c'est ma source de motivation au quotidien. Vraiment. On invitera. Ouais. C'est un bon. Lui aussi, avec grand plaisir. Grand artiste. Avec grand plaisir. C'est quoi ton fond d'écran de téléphone? Mon fond d'écran de téléphone. Tu vas rigoler. On est corpo. Ah, voilà, c'est mon prochain. Ouais. Voilà, Sheriff Boy. Le Sheriff Boy. Donc ça va être pour le coup, c'est je bouffe Sheriff Boy, je mange Sheriff Boy. Ouais. Je pense qu'à ça en ce moment. C'est vraiment mon projet, le projet en 2025, quoi. Écoute, je te souhaite le plus grand succès avec Sheriff Boy. Merci beaucoup. Que je lirai avec grand plaisir. Merci pour l'invitation en tout cas. Bah, y a pas de souci. Mais c'est pas fini, là. Quelques questions. Ok. Ton plat préféré? Mon plat préféré? Ouais. Waouh, bah je dirais là on va le truc que je me lasserai jamais, le tchéboudienne. Ah, le tchéboudienne, c'est poisson, tchéboudienne poisson, parce que pour le coup poisson c'est vraiment ma cam, et le tchéboudienne poulet aussi, le tchéboudienne. Ah ouais, non, le tchèb c'est je peux en manger matin, midi, soir, qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour. Ça, je crois le monde entier. J'ai jamais entendu un mec qui m'a dit j'aime pas le tchèb. Non, c'est une dinguerie. Ça c'est valeur sûre. Ça, je sais que quand je mange ça, voilà, je suis dans mon élément, je suis bien. Ok. Ouais. Du coup, si t'étais pas mangaka, si tu travaillais vraiment pas dans le manga et tout, quel aurait été ton métier de rêve? T'aurais voulu faire quoi? C'est assez marrant, mais peut-être j'aurais fait de la danse. C'est vrai? Tu danses un peu et tout? Je dansais beaucoup quand j'étais petit. Donc je prenais des cours de danse hip-hop et tout. Donc j'aimais bien aussi aller dans des événements un petit peu, tu vois, genre le Just Dance, Battle of the Year, tu sais, des trucs comme ça. Même de temps en temps, ça m'arrive aussi de suivre des youtubeurs danseurs, des chorégraphes, des trucs comme ça, tout ça. Et non, moi la danse, je kiffe. Ouais, futur manga sur la danse alors. J'aimerais bien, pourquoi pas, un de ces quatre. C'est un petit truc que j'aimerais bien faire. J'avais bossé il y a quelques années sur un projet comme ça autour de la danse, et ouais, moi c'est un truc, la danse urbaine, danse, tout ce qui est vraiment mouvement du corps, ce truc-là, la musicalité, tout ça. Tu verrais mon fil de TikTok, il n'y a que des danses, vraiment des trucs comme ça. Moi, c'est un truc que je kiffe. Ouais. Ok, d'accord. Bon, danseur alors, Jiggy danseur. C'est ça. Incroyable, je vais voir ça. Du coup, dernière question. Ouais. Elle est simple, mais c'est la dernière, parce que ça me tient à cœur, moi, le jeu vidéo. Ouais. Quel est le meilleur jeu vidéo all-time pour toi? Du coup, je pense que ça va être Zelda, tu m'as dit tout à l'heure. Ouais, ça va être un Zelda. Mais celui qui m'a... All time, vraiment. All time. Ah, ça va peut-être te faire plaisir, mais celui qui m'a vraiment tarté, ou vraiment, des fois, je repense au truc, c'est Metal Gear Solid 3. Oh là là, je te serre la main. Metal Gear Solid 3. Metal Gear Solid. Le 3, vraiment le 3. Le 3, vraiment, c'est... J'ai fait, mais à quoi je joue? C'était... Non, mais... T'as l'histoire, le gameplay, les sous-textes,
les expériences, les musiques, les boss. Ouais. C'est vrai que Metal Gear Solid 3... Metal Gear 3... Metal Gear 3... T'es pas le seul, hein. Je posais la question, il y a pas longtemps, je faisais une vidéo avec Thomas Grelier qui travaille chez nous, chez Game One, qui est un ancien de Sega, d'Ubisoft et tout. Le mec, c'est un patron de jeux vidéo, quoi. Et je lui posais la question et il m'a dit comme toi. Il m'a dit, pour moi, le meilleur jeu all-time, c'est MGS3. Ouais. Et pour les mêmes raisons, il m'a dit les boss, les musiques, le scénario... Le concept, machin, mais Kojima-san, pour ça, c'est... Non, c'était incroyable. Moi, c'est ma licence préférée. C'est ma licence préférée, Metal Gear Solid. Le 1, je les ai tous fait des millions de fois. Ah non. Et franchement, c'est... on sort de Nintendo parce que t'as vraiment le côté... Vraiment, moi, ce que j'ai kiffé dans Metal Gear, c'est vraiment... Il prend un contexte historique. Ouais. T'as des personnages charismatiques, t'as des concepts de fou. En termes d'expérience de jeu, ça te marque. Par exemple, moi, le sniper là, avec son perroquet là, dans la forêt, j'ai passé une nuit. Tellement j'étais bidon. Tu sais qu'il y a des mecs qui passaient des jours, des jours pareil, entiers une nuit entière pour le chercher, le machin et tout. Il me restait une balle dans le socob et tout. Ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Mais c'est des trucs de ouf. Non, mais Kojima, c'est un précurseur dans ça. C'est vraiment un patron. Parce qu'en fait, il a toujours justement essayé d'apporter une touche cinéma dans ses jeux vidéo. Lui, c'est un très grand fan de cinéma. Et il a toujours voulu faire ça. On le voit même dans MGS1 déjà. MGS1, et puis même en fait, il a apporté même une autre façon de jouer. Tu vois, par exemple dans MGS1, je sais pas si tu te rappelles, à un moment on affronte Psycho Mantis, qui a un boss qui lit ta carte mémoire. Oui. Et ça, à l'époque, quand tu tombes sur ça, tu te dis, mais je joue à quoi En plus, il est là, il a apporté des nouveaux... En plus, moi, c'est ça, comme j'étais dans ce truc-là, je fais, tu joues à Crash Bandicoot, tu joues à ISS et tout. Comme il le sait. C'est ça. Il lisait ta carte et il a apporté une nouvelle... Non, franchement, respect Kojima. J'ai eu la chance de le rencontrer. Et franchement, c'est un homme en plus en or. Il est trop sympa. Franchement, big respect à lui. C'est un bon. Mais ok, bah écoute, Jigito, on arrive sur la fin de cette émission. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais te remercier. Merci de fou. Vraiment, parce que t'es quelqu'un que même si on n'a pas eu forcément l'occasion de beaucoup échanger très longtemps et tout, t'es vraiment quelqu'un qui est rentré dans mon cœur. Ah, la même. Et je te jure, on en parle juste avant, tu fais partie de la famille, je te jure. Et c'est pas pour rien que je voulais faire la deuxième avec toi. Je sais qu'on a les mêmes valeurs. Je sais qu'on vient du même milieu. On a les mêmes façons de penser et tout. Et franchement, je suis trop content et je te remercie. Donc voilà, et puis je vous dis salut et puis on se retrouve pour l'épisode 3. Je sais pas quand, mais voilà, ce sera normalement avec Genius de Game One. Trop bien. Donc voilà, je vous dis salut et encore une fois, merci Jigito et je te dis à la prochaine. Merci encore, Amine. Merci beaucoup. Salut. À bientôt. Ciao, ciao.